Depuis des siècles, l'homme est obsédé par l'idée d'aller toujours plus loin, toujours plus vite. Il a voyagé à plus de 55 millions de kilomètres de la planète. Mais dans la petite ville de Carletonville, en Afrique du Sud, près de Johannesburg, des ingénieurs, des scientifiques et des géologues ont voyagé plus loin que quiconque sous la surface de la Terre. Voici la tour qui abrite l'entrée de la mine en activité la plus profonde du monde. Une structure complexe où la Terre est l'ennemi et l'or la récompense. Cette matrice est construite à 3,6 km sous terre. Cet endroit s'appelle TauTona, la cité de l'or. TauTona se situe dans la partie de l'Afrique du Sud d'où l'on a extrait plus de la moitié de tout l'or de la planète. Carletonville est une ville très calme, en surface en tout cas. Dans son sous-sol, plus de 25 000 personnes travaillent dans une sorte de fourmilière humaine géante. TauTona est exploité à 3,6 km sous la surface de la Terre. Il y a 48 ans, personne n'aurait cru possible que des mineurs travaillent à de telles profondeurs. Les scientifiques connaissaient les problèmes rencontrés dans l'espace, mais descendre à ces profondeurs était une toute autre aventure. Tout a commencé un matin de 1886, lorsqu'un prospecteur australien itinérant, George Walker, a découvert de l'or dans un affleurement rocheux. Il se trouvait au-dessus du gisement aurifère le plus riche du monde, et sa découverte allait provoquer l'une des plus grandes ruées vers l'or de l'histoire. Les prospecteurs envahirent la région à la recherche de leur parcelle de terre promise. L'histoire de l'exploitation de l'or en Afrique du Sud venait de commencer. Et Johannesburg devint une ville active et moderne. Une ville bâtie sur des richesses enfouies dans son sous-sol depuis 2,5 millions d'années. Au début des années 40, la demande d'or ne cessait de croître, mais les prospecteurs affrontaient de gros problèmes. Le gisement qui s'étendait de Johannesburg jusqu'à Carletonville était profond. Il plongeait assez rapidement dans le sous-sol. Les ingénieurs se rendirent compte que le seul moyen d'exploiter l'or était de descendre derrière lui. Il était temps de faire appel aux scientifiques. Le véritable travail a alors commencé. On ne prit aucune décision hâtive. Il fallut 15 ans d'études géologiques et des budgets colossaux pour résoudre ce problème. Les ingénieurs s'accordèrent, il était possible de forer un puits et ensuite creuser des galeries à l'explosif. En 1957, le puits principal de TauTona était creusé. Ce voyage souterrain était jonché d'obstacles. Les ingénieurs durent faire face aux secousses souterraines, aux poches contenant des gaz mortels, à la chaleur extrême. Et à des milliers de mètres cubes d'eau sous pression. Le résultat final, un puits principal de presque 2 km de profondeur. Aucun système n'était capable de descendre des hommes à 3,6 km sous terre en un seul voyage. Il fallut 2 autres puits pour transporter les mineurs à l'endroit le plus profond, le niveau 120.
Fanny von Staden est persuadée que la conception de cette mine est visionnaire et que les hommes qui y ont participé sont exceptionnels. Ils ont été des pionniers. Je les considérais comme des héros. C'est un grand pas pour l'humanité. Je leur tire encore mon chapeau. Le fait qu'on exploite toujours cette mine 43 ans après en dit long sur la qualité de leur travail. Mais creuser ces puits ne constituait qu'un premier défi. Il fallait ensuite créer un environnement dans lequel l'homme puisse respirer et travailler à des températures décentes à de telles profondeurs. Une fois le premier puits creusé, les sceptiques prétendirent qu'il serait impossible de faire circuler de l'air dans ce labyrinthe de galeries. Sans ventilation, impossible de travailler à ces profondeurs. Les ingénieurs se remirent au travail et conçurent un système d'aération très efficace et toujours en activité. Richard Mack et ses ingénieurs sont chargés d'insuffler la vie dans Tautona. Il s'agit d'un système très simple en fait. Des ventilateurs géants forcent d'énormes quantités d'air frais dans la mine. Puis d'autres ventilateurs aspirent cet air à leur tour. Des ventilateurs auxiliaires souterrains identiques à celui-ci envoient de l'air à plus de 800 km de galerie. Les ingénieurs viennent rarement seuls dans les bâtiments des ventilateurs. Il faut avoir les deux pieds bien ancrés au sol pour y rester debout. Ici, le vent souffle assez fort pour emporter une personne de 55 kg. À chaque pas, il faut lutter contre un vent de tempête. Si vous voulez des chiffres à vous faire dresser les cheveux sur la tête, en voici. Ce système extrait 900 mètres cubes par seconde de ces galeries chaudes et humides. Et si cela ne vous dit toujours rien, sachez que cela revient à aspirer l'air de votre salon 16 fois par seconde. L'air est si humide que la chambre des ventilateurs ressemble à un sauna géant. Et Richard admet que le bruit y est plus assourdissant qu'aux premières places d'un concert rock. Pour un peu, ils en perdraient leur casque. Richard et ses hommes ont l'habitude de cet environnement rude, mais pas nos caméras. Elles sont tombées 2 fois en panne à cause de la chaleur et de l'humidité. Ouvrir ces portes, c'est affronter une tornade. L'ingénieur qui s'aventure seul ici risque de se retrouver piégé à l'intérieur de l'une de ces souffleries. Mais ventiler la mine ne résout pas le problème de la chaleur. La température sous la surface est de 55 degrés. Plus vous vous rapprochez du noyau en fusion de la Terre, plus la température augmente. L'air doit être rafraîchi jusqu'à la température supportable de 28 degrés. Comment lutter contre la chaleur? Avec des réfrigérateurs, bien sûr. La mine possède de gigantesques installations frigorifiques, aussi puissantes que 120 000 réfrigérateurs domestiques qui fabriqueraient l'équivalent de 16 000 tonnes de glace par jour. Ce système est efficace, mais nécessite une maintenance permanente. Et ces ingénieurs doivent impérativement garder leur sang-froid. À cause de ces problèmes d'environnement sans fin, de nombreux spécialistes prétendent que travailler à ces profondeurs est trop dangereux. L'équipe de Tautona a accepté ce risque. Pour Robbie Lazar, diriger cette gigantesque structure n'est pas une profession, c'est un mode de vie. Exploiter une mine à ces profondeurs, c'est déjà un exploit. Nous sommes en terre inconnue. Personne n'avait encore travaillé à cette profondeur. Les risques y sont bien réels. Secousses souterraines, chaleur torride et incendies souterrains sont des menaces quotidiennes. Mais l'équipe de cette mégastructure semble tout à fait capable d'y réagir. Tautona est la mine la plus profonde du monde. Sous terre, c'est une lutte permanente contre la planète.
secousses souterraines, chaleur torride, manque d'oxygène, pour ne citer que ces obstacles. Les mouvements de la Terre menacent de détruire chaque jour 50 ans de triomphe de l'ingénierie. Ces 3,6 km sous la surface de la Terre sont un authentique exploit. Pour le livre des records de 1977, Tautona était la mine en activité la plus profonde du monde. La mine comprend plus de 800 km de galeries qui partent dans toutes les directions à partir du puits central, à la manière des racines d'un arbre. Et si vous avez du mal à imaginer une profondeur de 3,6 km, cela correspond à la hauteur de 9 Empire State Building empilés les uns sur les autres. Cette structure étroite est le puits principal, creusé dans les années 50. Il est le centre de toute l'activité. Il sert à entrer et à sortir de la mine. Les hommes, les matériels et l'or sont transportés par cet unique passage vertical. De grandes cages de métal emportent les mineurs dans le puits. Elles contiennent jusqu'à 40 personnes et sont les plus rapides du monde. Elles parcourent 16 mètres par seconde. Ces cages sont entraînées par une machinerie complexe pilotée par un opérateur. Quand vous empruntez l'une de ces cages pour la première fois, cela tient plus du grand 8 que de l'ascenseur. La descente fait presque 2 km. Pour visualiser cette vitesse terrifiante, nous avons découpé un trou dans la cage et nous y avons fixé une caméra. C'est parti. Voyage en temps réel dans l'ascenseur industriel le plus rapide du monde. Ne vous laissez pas avoir par l'effet d'optique. Cet ascenseur descend tout droit. Les câbles du puits principal mesurent 2100 mètres et pèsent 21 tonnes et demie chacun. Ils sont en acier et peuvent supporter jusqu'à 126 tonnes. Un petit défaut dans l'un de ces câbles peut provoquer une catastrophe. Les câbles sont testés chaque mois avec un système électromagnétique. Si le moindre défaut est détecté, on change le câble. Ce qui nécessite 40 heures et 15 hommes. Même si les probabilités qu'un câble rompe sont infimes, ce danger existe. Chaque semaine, on inspecte le puits. La maintenance de la colonne vertébrale de Tautona est une obligation permanente. Si vous avez le vertige, passez votre chemin. Quand on a 3000 mètres de vide sous ses pieds, le port du harnais est obligatoire. En hiver, l'indice de refroidissement éolien engendré par l'air aspiré de la mine atteint moins 10 degrés. Tautona n'a jamais connu de grave accident de cage. Mais dans une mine voisine, en 1995, 105 personnes ont été tuées lorsqu'une locomotive folle a heurté une cage pleine de mineurs qui a fait une chute de 2000 mètres dans le puits. Les locomotives sont un élément essentiel des transports dans la mine. On les descend au fond grâce à la technique de l'élingage. L'élingage est une technique complexe qui consiste à suspendre un matériel volumineux sous une cage et à le descendre dans le puits. Ici, on observe à la lettre le manuel de sécurité et la fréquence des inspections du câble. Le travail dans la mine est dangereux et pénible. Voyons ce qu'il faut pour devenir mineur à Tautona. Le nom de la mine signifie « grand lion » et l'on croit ici qu'effectivement,
Il faut un cœur de lion pour effectuer ce travail. Pour travailler avec Solomon Mwaketsi, il faut tout d'abord régler son réveil sur 3 heures du matin. Premier arrêt au vestiaire où l'on enfile la tenue de travail. Puis chacun récupère ensuite son détecteur de méthane. Le méthane peut provoquer des explosions souterraines. Il est donc indispensable de pouvoir le détecter. Quand c'est fait, en route pour le puits. On attend son tour et l'on se prépare pour la descente en cage. Aujourd'hui, Solomon et son équipe travaillent à l'un des endroits les plus profonds. La descente le long des 3 puits peut prendre plus d'1 heure. Une fois arrivés en bas, il leur reste 3 km de marche jusqu'au front de taille, leur lieu de travail. Avant de partir, Solomon vérifie le niveau de méthane. Cela n'a rien d'une promenade. La roche est coupante comme du verre, et la forme et l'angle de la galerie varient constamment. Tandis que les mineurs approchent du front de taille, la température et l'humidité augmentent. Pour de nombreux mineurs, le voyage jusqu'à la veine aurifère et le retour peuvent prendre jusqu'à 4 heures, un trajet plus long que celui de la plupart des banlieusards dans le monde. Ils empruntent parfois des wagonnets, réinventant en quelque sorte le métro. Quand ils arrivent à destination, la température a atteint environ 28 degrés et la chaleur humide n'a rien à envier à celle d'un sauna. À leur arrivée, les bouts de feu, comme Solomon, récupèrent des explosifs. On en utilise 5 tonnes par jour dans cette mine. Les autres mineurs prennent leurs perforateurs et leurs pics. Maintenant, le vrai travail peut commencer. Ici, à 3,6 km sous terre, la pression sur la roche atteint 9700 tonnes par mètre carré. Et comme si ce n'était pas suffisant, le front de taille se referme de 7 mm en moyenne par jour, avant de finir par s'effondrer. Le front de taille est très étroit. Parfois, il ne dépasse pas 90 cm. Cela signifie qu'il faut ramper dans un petit espace sombre où vous devrez rester durant les 8 prochaines heures. C'est une bande de durs à cuire, pas des fillettes. Les conditions de travail sont extrêmes. Si vous n'aimez pas vous salir les mains, allez plutôt travailler dans un bureau. Ceux qui travaillent là-dessous sont des durs. Dans un environnement aussi extrême, coups de chaleur et déshydratation sont une menace permanente. Des équipes médicales sont en alerte, prêtes à secourir les mineurs, comme cet homme du niveau 100 qui vient d'être victime d'un grave coup de fatigue dû à la chaleur. Plus les mineurs se rapprochent du noyau de la Terre, plus la chaleur augmente. Je vous certifie que tout le monde ne peut pas descendre dans cette mine. Travailler 9 heures, parfois plus, remonter et y retourner le lendemain. Ces hommes savent qu'ils ont une mission, un but. Ils doivent travailler en sécurité et savoir garder la tête froide. Ils ont des programmes serrés. Ils subissent en permanence la pression des objectifs de production. Leur environnement est hostile. Ils doivent aller travailler très loin et dans des espaces confinés. On est loin d'un travail de bureau. L'air et l'eau sont des éléments vitaux pour Totona. Faire venir l'eau dans la mine et la purifier, c'est le travail des turbo-ingénieurs. L'eau sert à toutes sortes de choses dans la mine. Rafraîchir l'air ou encore désaltérer les hommes. 500 millions de litres d'eau circulent par mois dans la mine. Cette eau est purifiée chimiquement, recyclée et réutilisée autant que possible.
Alors que l'eau est un élément positif dans de nombreuses circonstances, elle peut être l'une des pires menaces pour une mine et une source de soucis pour le géologue Peter Van Zyl qui traque les eaux souterraines. La progression de la mine est mise à jour quotidiennement grâce aux dernières techniques de CFAO. On imagine difficilement qu'auparavant, il fallait dessiner chaque jour les plans à la main afin que les géologues puissent étudier les caractéristiques du terrain et planifier le forage des galeries. En forant sous terre, les mineurs rencontrent souvent des poches d'eau souterraines géantes, les couches aquifères. Elles contiennent souvent d'énormes quantités d'eau brûlante sous pression. Ces hommes vérifient que la pression d'une grande couche aquifère de l'autre côté de cette paroi est bien stabilisée. Il y a 2 ans, l'une de ces poches atteignait un débit de 189 mètres cubes par heure. Les géologues ont dû sceller le trou et ne savent toujours pas quelle quantité d'eau se trouve derrière la paroi rocheuse. Dans le cas très improbable où l'eau devrait jaillir dans la mine, aucune pompe ne serait assez puissante pour l'en évacuer. Le rôle du géologue consiste à surveiller ces poches d'eau et à relayer l'information aux ingénieurs qui devront les contourner en planifiant les galeries. Aujourd'hui, Peter contrôle un endroit où la température atteint 34 degrés. Les mineurs ruisselants n'ont le droit de travailler ici que durant de courtes périodes, car un coup de chaleur peut survenir en quelques minutes. Ce jet d'eau n'a l'air de rien, mais il est extrêmement chaud et jaillit sous une pression énorme. Cette poche pourrait contenir des millions d'autres litres. La fonction du géologue est importante. Il protège les vies de ceux qui, comme Solomon, travaillent sous terre chaque jour. Une autre journée s'achève pour Solomon dans la mine la plus profonde du monde. Pour l'instant, les poches d'eau sont maîtrisées, l'air circule bien et il n'y a pas de secousse souterraine. Pour l'instant. Les mouvements de la terre sont redoutés par les mineurs, mais ils doivent s'y préparer. L'un des plus gros problèmes des mines très profondes est le comportement de la roche, c'est-à-dire la sismicité. Ou encore, en d'autres termes, les tremblements de terre souterrains. À Totona, nous en subissons environ 10 par jour. Avec près de 10 secousses par jour, la sismicité est sans aucun doute la plus grande menace pour la mine. Ces secousses souterraines peuvent écraser les mineurs dans les galeries ou encore les piéger par centaines. Des géophones implantés profondément dans la roche surveillent l'activité sismique et transmettent leurs données aux installations de contrôle. Ces informations sont analysées en permanence. Mais même la technologie dernier cri est incapable de prédire avec exactitude le prochain mouvement de terrain. Un accident sismique se produit parce qu'en creusant, on dérange l'équilibre naturel, les contraintes naturelles inhérentes au sol. Dès que l'on commence à creuser, on dérange ces équilibres. On augmente les contraintes aux endroits où l'on n'a pas creusé. C'est alors que toutes les fissures, les glissements et les fractures du sous-sol se mettent à bouger, à se déplacer, et provoquent ainsi les accidents sismiques. Vous pouvez très bien être un héros durant un mois et ensuite connaître un mois catastrophique. Les défis sont techniques. Il s'agit de fiabilité, d'accidents sismiques, de production. Un flux constant de minerais doit sortir de cette mine. Totona traite plus de 140 000 tonnes de minerais chaque mois pour en extraire seulement 1,6 tonne d'or. La concentration en or du gisement de Totona est exceptionnelle. On estime qu'il s'agit de l'un des gisements les plus riches du monde. On transporte le minerai hors de la mine grâce à un réseau complexe de trémies, de trains et de convoyeurs. Difficile d'imaginer que cette roche grise et terne contient l'une des matières les plus précieuses du monde.
Totona est l'une des rares mines d'Afrique du Sud encore exploitées, malgré la crise. La science, la technologie et beaucoup de savoir-faire sont à la base de la réussite de cette mine. Totona a déjà dépassé tous ses objectifs et malgré les difficultés logistiques, cette mégastructure a un avenir. Mais quand vous êtes associé à la planète, un tremblement de terre est toujours possible. Totona est la mine en activité la plus profonde du monde. C'est une matrice complexe de galeries, une démonstration de technicité et de logistique. Travailler à 3,6 km sous terre est source de dangers énormes. L'activité sismique menace de détruire 50 ans de travail chaque jour. Mais cette mégastructure est construite pour durer. L'exploitation à ces profondeurs est très différente des autres formes d'exploitation minière. Cette mine descend aussi profondément sous la surface du sol pour une simple raison, l'angle d'inclinaison de la veine aurifère. Non seulement la veine descend à un angle très prononcé, mais elle n'est large que de 25 cm, une étroitesse peu courante. Difficile de croire que l'on fasse tant d'histoire pour cette petite bande de roches grisâtres. C'est l'étroitesse de la veine aurifère qui fait que les zones de travail à Totona sont parmi les plus exiguës du monde, aggravant ainsi les conditions de travail des mineurs. À de telles profondeurs, les excavations doivent être les plus petites possibles et les gros engins sont tout simplement inutilisables. Quand il y a assez d'espace, des engins gigantesques entrent en action. À Mponeng, une mine voisine, on utilise des méthodes radicalement différentes. Cela s'appelle le système sans rail et de tels engins sont habituels. Contrairement à Totona, ici les excavations sont larges et offrent de l'espace aux engins géants. Même si ce sont des hommes et non des machines qui l'exploitent, la mine de Totona reste un énorme consommateur d'électricité. La facture mensuelle dépasse $1 million. À Totona, on garde en réserve une turbine entraînée par un réacteur d'avion. Elle peut alimenter les installations essentielles, comme les treuils, afin d'évacuer les mineurs en cas de panne électrique. Mais une coupure d'électricité n'est pas le souci le plus important des ingénieurs. À mesure qu'ils creusent plus profondément, les réactions de mère nature deviennent le véritable danger. Accidents sismiques ou secousses souterraines sont un risque permanent. Il arrive fréquemment à Totona que se produisent jusqu'à 10 secousses par jour. Sous terre, ces secousses provoquent un tremblement et un bang creux. Ça, c'était bien réel. Cela n'avait peut-être l'air de rien, mais même le plus petit accident sismique peut entraîner l'effondrement d'une zone de travail. Revoyons-le. Ce bruit correspond littéralement à une fracture du sous-sol quand la pression est libérée. Nous vivons avec les accidents sismiques. En 25 ans de mine,
J'en ai vu souvent. J'en ai vécu beaucoup. J'y ai même parfois physiquement assisté. J'ai vraiment vu une paroi exploser. Je me suis retourné et je regardais la paroi qui était toute proche. On aurait dit qu'elle avait explosé. Je me souviens du bruit. La poussière fine qui a jailli de la paroi. Les gens se sont enfuis, terrorisés. L'endroit où je me trouvais 30 minutes auparavant était complètement obstrué. En fait, l'endroit où je me trouvais était enseveli sous d'énormes blocs de roches. On a eu une chance incroyable de s'en sortir vivant. Seuls certains sont capables de survivre sous terre. Et il ne s'agit pas simplement des mineurs. Étonnamment, malgré tous ces dangers, Totona possède son propre écosystème souterrain. Les principaux habitants en dehors de l'homme sont les rats et les cafards. Ce sont des compagnons familiers pour les mineurs. Ils mangent ce qu'ils trouvent, en particulier les repas instantanés apportés par les mineurs. Ici, pas de petits paniers repas bien propres, mais les rats s'en moquent bien. En fait, les mineurs se servent des rongeurs comme de détecteurs sismiques. Les mineurs pensent qu'ils peuvent détecter une activité sismique et que leur instinct de survie les pousse à fuir le danger. Les mineurs sont alors ravis de suivre les rats. Lorsque l'on creuse des galeries, il faut étayer afin d'empêcher la roche de s'effondrer. Ici, la pression atteint 970 kg par centimètre carré, c'est-à-dire presque 1 tonne de pression sur une surface de la taille d'un talon aiguille. Soutenir les galeries est la priorité. Ce sont des tas de bois qui ont rempli cet office des années durant. Mais le bois s'est desséché avec le temps et devient source d'incendie en s'enflammant parfois spontanément. On trouve des centaines de milliers de tonnes de bois sous terre, parce qu'il est impossible de l'enlever une fois qu'on s'en est servi pour étayer. Mais au fil des années, la température ambiante de la mine a rendu ce bois extrêmement sec et friable. Il se transforme en poudre. Il s'enflamme plus facilement qu'une feuille de papier. Cela reste encore assez mystérieux pour nous, mais j'ai vu du bois prendre feu, sans électricité, ni étincelle, ni réaction chimique. Avant de voir ça, je ne croyais pas que c'était possible. N'oubliez pas que dans un incendie souterrain, le plus grave, ce ne sont pas les flammes, mais les gaz. Nous avons très peu de ventilation. Nous ne pouvons pas la contaminer avec du monoxyde et du dioxyde. La mine supprime progressivement l'utilisation des tas de bois comme étayage pour une nouvelle technologie, la terre de remblayage. La terre de remblayage devient rapidement une nécessité, comme si le meilleur soutènement de la terre était la terre elle-même. On utilise les résidus de l'extraction de l'or, c'est-à-dire ce qui reste une fois que la roche a été pulvérisée et l'or extrait. Il s'agit d'une substance grise, une sorte de roche liquide. Ces résidus sont déversés dans des bassins de surface. Une partie de ces résidus est envoyée à l'usine de remblayage. Puis on l'envoie sous terre en la pompant dans des sacs de 50 mètres de long. Ces sacs de remblai offrent un système d'étayage très souple et très supérieur au bois. Le remblai cède très peu sous la pression de la roche. Il ne s'effrite et n'éclate jamais comme le bois. Et encore plus important, il est ininflammable. Je n'arrive pas à imaginer de travailler à ces profondeurs sans remblai. On ne pourrait plus exploiter cette mine sans remblai. C'est un système d'étayage très très efficace. Même avec de nouvelles technologies, la mine doit se préparer à affronter une catastrophe. Le danger est inévitable et chacun doit s'attendre au pire. On a connu des moments tragiques. On en arrive à se dire, ça y est, je vis mes derniers instants sur Terre. La mine entraîne un groupe d'élite.
Les proto-teams, chargés d'aller sauver des vies et parfois d'aller récupérer les corps. Fanny a fait partie d'un proto-team durant 7 ans et participé à des missions de sauvetage. Quand vous descendez sous terre pour une mission d'urgence, surtout quand vous portez un appareil respiratoire, vous travaillez avec d'énormes contraintes physiques. Une chaleur extrême, une visibilité nulle parfois. On travaille en équipe, on doit effectuer les gestes d'urgence très rapidement. Je suis certain que nos proto-teams sont les pompiers les mieux entraînés du monde. Quand l'accident se produit, les proto-teams partent sécuriser les lieux pour les secouristes qui les suivent. Leur rôle consiste à évaluer, à détoxifier l'environnement et à combattre les incendies. Cela signifie souvent créer de nouvelles conduites d'aération afin d'expulser les fumées et apporter de l'air frais aux mineurs emprisonnés. Ce sont les proto-teams qui communiquent avec la surface et participent à la prise de décision. Les proto-teams bénéficient d'un entraînement intensif avec simulation de catastrophe. Ils doivent affronter la chaleur, les milieux toxiques et les incendies. Les proto-teams de Tautona ont la réputation d'être parmi les meilleurs de l'industrie. Ils partent prêter main forte dans d'autres mines en cas de tremblement de terre ou de catastrophe naturelle. À Tautona, les accidents mortels sont inévitables. Il s'en produit environ 5 chaque année, mais il n'y a jamais eu heureusement de grandes catastrophes. Les accidents font partie intégrante d'une mine aussi profonde, et gérer les accidents mortels est l'aspect le plus pénible de ce travail. Je crois que le plus grand choc est la perte de collègues dans la mine. Il y a plusieurs années, j'ai dû aller annoncer à une femme que son mari venait de mourir dans la mine. Ce n'est pas une expérience agréable. Nous aimerions ne pas avoir d'accident mortel. C'est notre objectif suprême. En 2002, nous y sommes presque parvenus. Nous n'avons eu qu'un accident mortel. Un de trop, mais on y était presque. Affronter calmement le danger, chacun ici à Tautona en a l'habitude. À 2 heures, un après-midi apparemment calme, une importante secousse 3,1 sur l'échelle de Richter s'est produite. De nombreux ouvriers étaient alors présents sous terre. Cette secousse est l'une des plus fortes qu'ait jamais connue Tautona. On assiste peut-être au début d'une catastrophe. L'équipe a pu déterminer l'importance de la secousse et sa localisation. Elle a provoqué la coupure de l'électricité et des communications. Ils ne peuvent plus communiquer avec quiconque sous terre. Ils n'ont plus qu'à espérer que Richard Mack parvienne à rétablir l'électricité. C'était rock'n'roll ici, ça a vraiment bougé. 2 heures plus tard, toujours aucun signe d'en dessous. Les proto-teams sont déjà dans le puits et s'attendent au pire, tandis que le reste de la mine attend des nouvelles d'en dessous. Aucun signe des proto-teams. L'électricité est rétablie, et donc la ventilation et le refroidissement aussi. Les communications fonctionnent à nouveau, et la nouvelle se répand que malgré une secousse énorme, personne n'est blessé. Une sorte de miracle dans la mine. La tragédie a été évitée. Cette grosse frayeur ne fera pas les gros titres. Après cette chaude alerte, Robbie décide de mener une inspection de sécurité dans la mine. La nuit promet d'être longue.
Le soulagement est général car les dégâts sont minimes. Ce type de situation n'est pas nouveau. Certains de ces hommes sont mineurs depuis des décennies. TOTONA a gagné bien des batailles sismiques, mais assurer la sécurité à ces profondeurs est un combat permanent. Les mineurs doivent savoir que les risques sont partagés. Ils croient plus aux actions qu'aux paroles. Ce fut une journée éprouvante. Il est important que ceux qui partent travailler gardent le moral. Ceux qui ne seront pas sous terre dormiront profondément cette nuit. L'équipe qui descend travailler reprend ses habitudes. Les chercheurs d'or ont des objectifs à atteindre et il est important que chacun garde le cap. On construira bientôt 2 nouveaux puits à TOTONA. Ils emporteront les mineurs encore plus profondément sous l'actuel niveau 120. Le Grand Lion a pu être défié aujourd'hui, mais il continue à veiller sur son territoire. Un territoire qui étendra bientôt ses galeries vers des endroits encore jamais visités par l'homme. TOTONA est la mine d'or en activité la plus profonde du monde. Cette matrice souterraine comprend plus de 800 km de galeries. C'est une mégastructure conçue par des ingénieurs visionnaires il y a plus de 40 ans. Plus de 5000 personnes y travaillent. Toutes luttent chaque jour contre les éléments à 3,6 km sous la surface de la Terre. Malgré le danger permanent, TOTONA va bientôt établir un nouveau record de profondeur pour l'exploitation minière. TOTONA se trouve à seulement 70 km à l'ouest de ce qui est probablement le cœur des affaires en Afrique, Johannesburg. Sa population dépasse 3 200 000 habitants et on la surnomme Egoli, la cité de l'or. Sans les mines d'or comme TOTONA, cette ville dynamique n'existerait pas. Johannesburg a hérité de ses chercheurs d'or et de ses mineurs qui risquèrent le tout pour le tout. Si la ville n'est pas pavée d'or, elle est certainement bâtie dessus. Johannesburg est le centre des affaires de l'Afrique du Sud. Les magnats de l'industrie minière y bâtirent autrefois leur fortune et une industrie qui emploie plus de 190 000 personnes. La découverte de George Walker a conduit les hommes là où ils n'auraient jamais rêvé d'aller. Ses méthodes de prospection étaient simples, mais quand on a compris l'ampleur de sa découverte, les ingénieurs ont vite remplacé les outils du prospecteur solitaire. TOTONA est peut-être la mine la plus profonde du monde, mais elle n'est qu'une éraflure sur une croûte terrestre épaisse, en moyenne de 35 km. Pour atteindre le noyau terrestre, il reste encore 6400 km à parcourir. Les créateurs de TOTONA étaient entraînés dans les profondeurs terrestres par la soif de l'or et animés par le désir d'explorer de nouveaux territoires. Le gisement aurifère que ces ingénieurs pourchassaient reste très productif. Bientôt, la mine va s'agrandir. Un nouveau puits sera creusé et les hommes de TOTONA iront travailler au niveau 128, à la profondeur incroyable de 3726 mètres sous la surface de la Terre. Exploiter une mine, c'est progresser. Nous creusons en permanence et nous descendons là où aucun homme n'est descendu. À son ouverture, l'espérance de vie de cette mine était de 49 ans. Mais ce programme d'extension la prolongera de 10 ans et l'or continuera à pleuvoir. De nombreuses mines sud-africaines ont dû fermer à cause des crises économiques et du faible cours de l'or. TOTONA, pourtant, s'attend à un avenir radieux. Creuser aussi profondément est une activité dangereuse. S'il n'y avait pas d'immenses fortunes à la clé, ces aventures souterraines manqueraient singulièrement d'intérêt. Les hommes ont toujours rêvé d'approcher les étoiles, mais descendre sous terre n'a jamais provoqué une telle fascination. L'or est un composant essentiel pour les technologies de l'espace. Pour atteindre les étoiles,
il faut un coup de pouce de Midas. Pour les mineurs de Tautona, l'or n'est qu'un simple matériau. Mais pour la plupart des gens, l'or est synonyme de richesse, de séduction. C'est la récompense suprême des athlètes. Même si la médaille d'or olympique ne contient qu'une quantité d'or insignifiante, il faut pourtant extraire une demi-tonne de minerai pour obtenir ces 6 grammes d'or, et plus d'1 tonne pour créer une alliance en or massif. Pas étonnant que la recherche de l'or soit si importante. Malgré tous les obstacles, il y a la volonté de l'homme qui pousse de l'avant l'industrie minière, et surtout la volonté des hommes de cette mine. Les ingénieurs et scientifiques qui ont créé le Grand Lion ont remporté une bataille et établi un nouveau record pour l'ingénierie. Tautona est une puissante mégastructure avec un passé glorieux et un avenir prometteur. Une cité de l'or où les hommes repoussent les limites de la science et défient sans cesse la nature.